Je commence, Macha? Oui, Ok, très bien. Donc, on s'est partagé la parole. Je démarre et Macha reprendra après. Donc, merci à tous d'être là. Donc, le projet Tessa fait justice. Donc, c'est un projet expérimental qui est porté par la Coréade et Vivre avec le SAV, donc notre association, qui est financée par l'ARS avec le soutien de la MILDECA. Alors, quels sont les objectifs? C'est en soi assez simple, mais apparemment seulement. C'est sensibiliser et former toute la chaîne judiciaire de Nouvelle-Aquitaine aux conséquences donc des TSAF, à savoir les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale, afin d'améliorer repérage, prise en charge et du coup prévenir le risque de récidive qui est important dans la population de nos jeunes. Donc récidive suite aux premiers actes de délinquance. Alors, quelles sont nos cibles? Les professionnels de justice en général, les forces de l'ordre, les services d'insertion et de probation, éducateurs, services sociaux et également les médecins experts à la cour. Alors, maintenant, vous allez me dire pourquoi Tessa fait justice. Alors, je vais d'abord revenir un tout petit peu en arrière et vous rappeler ce que sont les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale. Donc, ça désigne tout un ensemble, un continuum d'atteintes qui peuvent être très variées chez un individu qui a été exposé à l'alcool au cours de la grossesse. Ce sont des atteintes qui peuvent être visibles dès la petite enfance, mais pas forcément. Alors, qu'est-ce qu'entraîne cette exposition? Eh bien, majoritairement, ce sont des troubles du neurodéveloppement, notamment cognitifs et comportementaux. Ça veut dire que nos enfants vont avoir des troubles de l'attention, de la concentration, de la mémoire à court terme, de la mémoire de tout ce qui est exécutif, de la gestion du temps, de l'argent. Et dans les troubles du comportement, on a très fréquemment, et ça c'est repéré dès la petite enfance, de l'hyperactivité. Et plus tard, ils vont développer des difficultés de gestion des émotions et difficultés de gestion du stress qui les emmènent à des colères souvent assez violentes. Ça, c'est pour les TSAF dans leur ensemble. Mais dans le cas particulier reviens un peu en arrière, Macha, s'il te plaît. Dans le cas particulier des troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale, donc avec les malformations, vous avez retard de croissance, des malformations d'organes et en particulier la fameuse dysmorphie faciale qui est très caractéristique. Est-ce que c'est fréquent? Oui. Les TSAF non syndromiques, c'est-à-dire ceux où il n'y a pas de traits faciaux caractéristiques, c'est quand même une naissance sur 100, donc grosso modo 8000 naissances par an en France. Et quant au SAF, le cas qui se voit, le cas le plus facile, c'est une naissance sur 1000. Et on laisse de côté toutes les fausses couches précoces pour lesquelles évidemment on n'a pas de chiffres. Ce qui veut dire qu'en gros, on a un peu plus d'un demi-million de Français qui vivent avec des SAF. Tu peux passer. Alors, maintenant, pourquoi s'intéresser à la relation entre TSAF et justice? Eh bien, tout simplement parce que nos enfants, notamment quand ils n'ont pas de traits faciaux caractéristiques, ils sont très peu repérés, peu diagnostiqués, et ce qui fait qu'ils sont repérés souvent tardivement, facilement à l'adolescence, voire pas du tout, quand ils n'ont pas un mauvais diagnostic, par exemple un diagnostic d'autisme ou de TDAH, alors que ce n'est absolument pas le cas. Excusez-moi. Du coup, leurs difficultés sont souvent très mal interprétées et ça commence dans la famille. On les catalogue comme étant paresseux, comme faisant preuve de mauvaise volonté, ou quand ce n'est pas une éducation familiale défaillante. Et donc, si nos enfants n'ont pas d'accompagnement adapté, et ce dès le plus jeune âge, les répercussions secondaires viennent s'ajouter aux troubles du neurodéveloppement déjà présents. Et ce sont à ce moment-là les difficultés scolaires,
nos enfants arrêtent l'école relativement tôt, c'est les difficultés d'insertion sociale. Après, ce sont les difficultés psychiatriques. Ils ont beaucoup d'anxiété, ils développent des syndromes dépressifs et ils sont également beaucoup plus à risque de conduite à risque, justement, et addictive. Conduite à risque, ça veut dire eh bien, avoir des mauvaises fréquentations. Leur conscience de la propriété est souvent pas très claire. Donc tout ça, ça peut les conduire à l'adolescence et à l'âge adulte à des problèmes judiciaires. Et comme le monde de la justice ne connaît pas ces troubles, c'est pour ça que nous avons donc lancé le projet TESAF et Justice. Et Macha, je te repasse la parole. Merci Catherine. Donc effectivement, pour le bien du projet, nous sommes appuyés sur une revue de littérature que nous avons commandée à une sociologue et il ressort de plusieurs études internationales de référence que les personnes atteintes de TESAF ont effectivement un risque accru d'être confrontées à la justice, alors soit comme auteurs, mais aussi comme victimes ou témoins. Donc, vous verrez dans l'infographie qu'on a réalisée pour le projet sur la droite, effectivement, quelques chiffres clés. Donc, les personnes atteintes de TESAF ont un risque 19 fois supérieur de connaître un épisode d'incarcération. 60% d'entre elles vont connaître au cours de leur vie des problèmes avec la loi. Et pour celles qui vont commettre un délit, 95% d'entre elles vont le commettre avant l'âge de 20 ans. Donc ça, c'était pour vous donner quelques chiffres. Et il faut savoir que la personne atteinte de TESAF, notamment dans le cadre, par exemple, d'un interrogatoire, va avoir tendance à être, parce qu'elle est comme ça, à être suggestible, donc influençable, impulsive. Elle va avoir des difficultés à respecter les conventions sociales, se montrer peut-être, par exemple, exagérément amicale, ne pas comprendre la gravité de ses actes, affabuler ou acquiescer. Donc là, on a des exemples, par exemple, de jeunes atteints de TESAF qui vont approuver des faits pour faire plaisir à la figure d'autorité que représente, par exemple, le policier, ou alors qui sont capables d'avouer des délits, voire même plus graves, même des meurtres, juste dans l'espoir de rentrer chez eux plus vite, sans comprendre du tout les conséquences d'un tel faux aveu que peut avoir pour eux pour la suite de leur parcours judiciaire. Donc, ils ont aussi des difficultés de compréhension. Mais en même temps, ils vont avoir la tendance d'essayer de les dissimuler, ce qui rend d'autant plus complexe parfois le repérage. Et ils ont du mal à raconter les faits parce que, comme le disait Catherine, ils ont des problèmes de mémoire, ils ont des problèmes d'expression et de logique qui fait que pour eux, ça va être très compliqué de restituer des faits et encore plus dans l'ordre chronologique lorsqu'on leur demande. Ce qui fait que sans adaptation en fait, à leurs besoins spécifiques, le risque va être de mal interpréter leur comportement. On va les considérer comme insolents, désinvoltes, manipulateurs, par exemple, d'obtenir des informations erronées. Et là, le risque de faux aveux est très important, avec les conséquences dramatiques évidemment que ça peut avoir dans un parcours judiciaire. Et en cas notamment d'incarcération, d'aggraver leur situation parce que là, on va avoir une rupture dans le suivi médical et du fait de leurs caractéristiques, un risque de victimisation lorsqu'ils vont côtoyer d'autres détenus en prison qui font que ça va aggraver fortement leur situation. D'où la nécessité, et d'où ce projet, de faire une montée en compétence du monde judiciaire pour, s'adapter aux besoins et aux possibilités des personnes porteuses de ce handicap, puisque c'est un handicap, pour pouvoir aussi apprécier la responsabilité, la juste responsabilité de la personne au moment des faits, parce que c'est crucial en droit, effectivement, parce que si la personne n'a pas conscience de la gravité des faits au moment où elle les commet, ça a forcément un impact sur le choix de la peine ensuite. C'est la fameuse altération ou abolition du discernement au moment des faits. Et donc, on en vient effectivement en fonction ensuite au choix d'une peine adaptée. Et si la solution de l'incarcération est retenue, au fait de prévoir les aménagements nécessaires liés au handicap de cette personne. Tout ça dans le but, effectivement, de réduire ce risque de récidive qui, comme le disait Catherine, est important chez ce public et tout en améliorant, bien sûr, leur bien-être parce que même si le repérage ou le diagnostic est tardif, c'est sûr, c'est l'idéal, c'est qu'il soit précoce pour éviter l'ajout des troubles secondaires, etc. Mais même tardif, il reste bénéfique pour la personne.
Du coup, sur le projet, les actions que nous avons mis en œuvre, et je vais essayer d'être rapide. Alors, bien sûr, il y a eu cette revue de littérature qui a été le point de départ de notre projet, littérature internationale, parce qu'en France, nous sommes assez pauvres sur le sujet. Il y a très peu voire pas d'études sur le sujet. Euh, Au début, le projet prévoyait la création d'un contenu de formation et la mise en place de formation, mais on s'est très vite aperçu qu'en fait, il manquait finalement les fondations au projet et qu'il nous fallait un site internet ressources pour pouvoir informer sur ce sujet, tant le nombre de professionnels était important à sensibiliser et tant ils étaient éloignés du sujet et ne connaissaient rien en fait aux troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale. Donc, c'est ce qui nous a occupé majoritairement en début de phase de ce projet. Nous avons également produit des outils d'information spécifiques, une brochure pour les policiers et les gendarmes, une carte personnelle de soins et d'information que la personne porteuse du handicap peut donner en cas d'arrestation notamment, et sur lequel figurent des contacts de référents à contacter et qui alertent effectivement sur les risques, notamment de faux aveux, etc., pendant l'interrogatoire. Nous sommes intervenus également 2 fois à l'École nationale de la magistrature dans le cadre de la formation continue des magistrats en 2021 et 2022. Et nous avons eu aussi l'opportunité de pouvoir présenter ce projet lors du Congrès européen EU-FASD qui se tenait en Norvège en septembre dernier et qui réunit l'ensemble des chercheurs internationaux et porteurs de projets sur le sujet des TSAF. Parallèlement, vous dire aussi que si on incite les professionnels de la chaîne judiciaire à participer à ce repérage, il nous paraît essentiel également en parallèle d'identifier les professionnels ressources, notamment médicaux, en Nouvelle-Aquitaine, capables de poser ce diagnostic et ensuite de prendre en charge ces personnes, ce qui est bien sûr la condition éthique de ce projet. Mais là aussi, on part de loin, donc il y a beaucoup à faire. Sur le site internet, peut-être vous présenter parce qu'effectivement, ça a été ce qui nous a grandement occupé pour le lancement le début de ce projet. On a voulu concevoir un site internet très pratique pour on sait des professionnels qui ont peu de temps, et donc il est construit autour de 3 rubriques principales. Une sur les TSAF, qui permet en fait de donner toutes les ressources médicales pour comprendre la maladie et les comportements qui y sont associés. Une rubrique sur les clés pour agir, avec des recommandations vraiment pour chaque étape du processus judiciaire, interrogatoire, procès, définition de la peine, rôle des proches, et avec, par exemple, pour l'interrogatoire, vraiment des conseils pratiques sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire quand on interroge une personne atteinte de TSAF. Et ensuite, une rubrique recommandations aux professionnels, avec là des contenus spécifiques selon les professions, donc avocats, magistrats, policiers, agents de probation et travailleurs sociaux, sachant que toutes ces rubriques sont destinées à évoluer et à être enrichies maintenant au fur et à mesure de l'évolution du projet. 2 autres rubriques importantes sur le site aussi, la partie témoignages, parce qu'il était important pour nous que les principaux concernés aient aussi leur place sur le site, donc avec le témoignage de jeunes atteints de troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale ou de leurs parents, mais également le témoignage d'avocats, d'experts médicaux qui ont eu une expérience ou qui ont une expérience avec des personnes atteintes de TSAF. Et à ce propos, je vous invite à découvrir, si vous en avez la curiosité, on vient de mettre en ligne un témoignage justement d'une avocate pénaliste qui a défendu un client atteint de TSAF dans le cadre d'un procès en cour d'assises fin 2021. Et son témoignage est vraiment très éclairant sur l'utilité justement de ce type de projet. Et enfin, bien sûr, une rubrique avec des ressources bibliographiques et toutes les études internationales dont on dispose à jour pour asseoir la légitimité de ce projet aux yeux des différents publics. On a souhaité évaluer, bien sûr, ce site Internet. Alors, pourquoi? Pour s'assurer de sa lisibilité, son acceptabilité, son utilisabilité, l'adéquation des outils et des conseils pratiques qui étaient proposés avec les pratiques professionnelles, et afin d'identifier les besoins des professionnels de la justice notamment pour dégager des futures pistes d'amélioration et d'action pour ce projet. Alors, j'ai eu la chance d'être accompagnée pour cette étape-là d'une stagiaire en Master 2 Santé publique qui, depuis, est devenue salariée et qui bientôt va reprendre le flambeau sur ce projet et qui a conduit cette évaluation de février à août dernier, de l'année dernière, en 2 étapes, avec une première étape qui consistait en des entretiens semi-directifs auprès de professionnels
experts du TESAF, de la justice, mais pas uniquement, donc à travers 6 interviews. Et ensuite, dans une seconde étape, avec un sondage en ligne, avec une technique de recrutement par échantillonnage boule de neige auprès de personnes qui, cette fois, étaient sans expertise de TESAF, donc vraiment le public cible, où là, on n'a eu que 7 questionnaires remplis suite à des difficultés de recrutement, mais qui ont apporté vraiment des choses intéressantes. C'est grâce à ça, notamment, qu'on a pu se rendre compte que notre site Internet était bloqué par les pare-feux dans les commissariats et les gendarmeries, d'où l'utilité, effectivement, de ces phases d'évaluation en amont des mises en ligne. Sur les résultats de cette évaluation, majoritairement et globalement, il a été considéré comme un outil de sensibilisation utile. Les images, les chiffres, les infographies qu'on a pu développer contribuent à aider à mieux comprendre le syndrome. Il est jugé intuitif et ergonomique. Et certains experts nous ont suggéré surtout des modifications au niveau de certaines formulations juridiques, notamment, chose que nous avons pu effectuer par la suite. Et par rapport aux recommandations qui ont pu être établies suite à cette phase d'évaluation, c'était une demande de création d'outils spécifiques de repérage, notamment de la part des avocats. Donc, c'est des choses qu'on s'est notées, qui existent déjà au Canada notamment. Voilà. Et la possibilité, la volonté de disposer d'études de prévalence des TESAF dans les prisons françaises, parce que c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur des données étrangères parce qu'on n'en a pas actuellement en France, même si une étude en prison est actuellement en cours sur l'île de la Réunion. C'est vrai que c'est quelque chose qui manque pour asseoir encore plus la légitimité de ce projet. Alors, quelques résultats déjà concrets sur ce projet qui est quand même assez récent encore, c'est le TESAF a été pris en compte dans 2 jugements avec des peines adaptées pour les personnes qui étaient concernées. Il faut savoir que quand on a initié le projet, on a tout de suite recherché la jurisprudence qui faisait acte de jugement avec des personnes atteintes de TESAF et on s'est rendu compte qu'il y en avait 0. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il y en a 0 parce qu'on sait que quand on voit les chiffres de probabilité de risque de démêler avec la justice de ce public, c'est qu'il y en a, mais c'est qu'en fait, ce handicap n'a pas été repéré dans le cadre de la procédure judiciaire. Donc voilà, c'est un début et l'idée, c'est que ça se développe de plus en plus. Et d'ailleurs, un de ces 2 jugements, l'avocate s'est servie de ce site Internet pour étayer sa plaidoirie, ce qui montre à terme l'utilité d'un tel site ressource. L'intervention, comme je vous le disais, sur les TESAF a été ajoutée au programme de formation continue à l'ENM. On espère que ça va être une intervention qui va se pérenniser pour les années à venir. Et c'est juste dire que c'est une expérimentation locale qui est suivie de près par l'ARS Nouvelle-Aquitaine, bien sûr, par la MILDECA, mais aussi par d'autres acteurs tels la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, et que si elle est concluante, effectivement, elle pourrait à terme être étendue à l'ensemble du pays. Donc, bien sûr, il reste beaucoup de choses à faire. Comme disait Catherine, le sujet et le projet est assez complexe. Donc, voilà, à court terme, effectivement, il va falloir médiatiser ce site Internet parce qu'on ne l'avait pas encore fait parce qu'on était toujours en train de modifier certains passages, notamment juridiques. Mais on avait déjà une demande qui se faisait pressante de la part de familles qui étaient déjà confrontées ou embarqués dans des processus judiciaires et qui avaient besoin d'avoir ce site pour pouvoir notamment monter des dossiers de plaidoirie. Donc, on l'a mis en ligne, mais finalement, on ne l'a pas encore médiatisé. Donc, ça va venir là très rapidement dans le courant de ce trimestre. Et le second appel à projet va bientôt arriver cette année et ça va être l'occasion vraiment de le restructurer afin de le pérenniser, de l'étendre à la Nouvelle-Aquitaine et puis plus tard, on l'espère, à la France, et vraiment d'essayer de créer une expérimentation pour rendre le projet probant via des données expérientielles. Et pour cela, on aimerait vraiment pouvoir mener cette fameuse étude en milieu carcéral qu'on avait identifiée dès le début comme étant un besoin, qui nous a été confirmé par les experts lors de l'évaluation. Et pour ça, il va y avoir tout un travail de définition du territoire d'expérimentation où les ressources sont disponibles. Il va falloir se plonger encore davantage sur effectivement les études, les programmes qui sont déjà réalisés à l'étranger et étudier leur transférabilité. Parce que si en France, on n'est pas très en avance sur ces questions-là, les pays anglo-saxons le sont, notamment le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Afrique du Sud. Donc, il va falloir prendre le temps d'étudier tout cela pour créer ensuite un modèle théorique d'intervention et enfin développer le projet de SAF et Justice avec ce fameux volet de formation, sensibilisation et la création d'outils qui en découlera.
Et puis, je pense que j'en ai bientôt fini au niveau du timing. Je vois qu'il est déjà 20, d'où vraiment la nécessité maintenant au niveau de la région de monter une forte coordination étroite entre le médical, le social et la justice sur la question des troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale, chose qui se fait déjà pour les addictions, mais pas encore sur ces troubles. Et parallèlement, d'identifier et de pouvoir recruter en fait des professionnels médicaux capables de poser le diagnostic et de prendre en charge ensuite ces personnes, ce qui est bien sûr une condition importante de l'aboutissement de ce projet.